Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la machine Access sur Hack-the-Box, qui est une machine intéressante puisqu'elle montre qu'il n'y a pas toujours tous les outils qu'il faut sur notre machine attaquante et qu'il faut installer souvent des outils supplémentaires en fonction de ce qu'on a sur la cible. C'est une machine qui est faite par, je sais pas si c'est écrit quelque part, par une personne qui a comme pseudo Egress. Je le vois pas écrit là. Où c'est qu'on voit? Ah, il est là, pardon. Et du coup, n'hésitez pas à faire les machines faites par Egress, elles sont particulièrement intéressantes. On démarre classiquement par un Nmap. Si vous souhaitez avoir les détails sur Nmap, n'hésitez pas à chercher sur notre chaîne Hacksize #Nmap et vous aurez la vidéo qui en parle un peu plus. Donc la cible, c'est écrit là, c'est 10-10-10-98. Et on va se créer dès maintenant différents sous-fenêtres sur Tmux. Pareil, si vous voulez des informations sur Tmux, tapez #Tmux sur notre chaîne Hacksize. Alors, il en a pour longtemps. Eh ben, il en a pour plus de temps que d'habitude. Alors, en attendant, je vais lancer un navigateur web, j'en ai déjà un là. Qu'est-ce que je vais avoir besoin d'autre? Je pense que c'est tout. Alors... Voilà, j'ai fait une petite pause pour vous éviter d'attendre le scan Nmap. Donc comme une précédente machine, on a le port 21 FTP qui est ouvert. Et on voit déjà avec les scripts par défaut de Nmap que le FTP anonyme est une fois de plus autorisé. Donc ça, de nos jours, c'est quand même très rare d'avoir du FTP anonyme sur une machine. Ce qu'on va avoir plus souvent, c'est des partages Windows ouverts à tous les utilisateurs de l'AD. Donc par exemple, lors d'une de mes missions dans les Caraïbes, j'étais donc en interne chez client, je lance un respondeur pour récupérer des hash NTLM que je craque ensuite. Ça me permet d'avoir un utilisateur AD chez client, et à partir de là, j'énumère tous les partages Windows accessibles à tout le monde. Et là, j'avais eu un fichier de conf contenant le mot de passe de la base de données, qui m'a permis ensuite de pouvoir devenir administrateur de domaine du client. Donc le FTP anonyme c'est moins présent, mais l'équivalent aujourd'hui on va dire c'est le partage Windows ouvert à tout le monde. Ensuite port 23 Telnet, donc ça vous permet de voir comment on administrait Windows à l'époque. Aujourd'hui c'est quand même très rarement ouvert, c'est plus du WinRM ou ce genre de choses. Et le port 80, donc HTTP ouvert. Donc ça, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, dès qu'on a le port 80 ouvert, c'est la première chose qu'on va voir, puisque c'est là où il y a le plus de choses intéressantes aujourd'hui. Donc je prends mon navigateur, et je tombe sur une belle image qui semble être une vidéosurveillance d'un data center. Mais juste une capture. On va voir si ça nous sert ou pas. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est énumérer les directories web, voire #dirb ou #dirbuster sur Hacksize. Mais on peut aussi, comme on l'a fait pour je sais plus comment elle s'appelait comme machine, utiliser le fait qu'on puisse faire du FTP anonyme. Donc je vais commencer par ça. Je me connecte en FTP sur la cible. Donc je me connecte en tant qu'Anonymous puisque c'est autorisé. N'importe quoi comme mot de passe, c'est bon, je suis connecté. Donc je fais un dir pour voir ce qu'il y a de disponible. Nous avons deux répertoires, Backup et Engineer. Commençons par Backups. On a un fichier backup.mdb. Donc j'ai fortement envie de le rapatrier. Les backups sont souvent des choses intéressantes. Je rappelle pour ceux qui sont jeunes qu'à l'époque du FTP,
il fallait spécifier si on télécharge un fichier binaire ou un fichier ASCII, sinon il peut y avoir une corruption lors du transfert. Du coup là, .mdb c'est du fichier binaire Access normalement, c'est l'extension par défaut pour les bases de données Access. Donc je fais bin pour passer en binaire et je rapatrie mon backup.mdb. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je reviens sur Engineer, et nous avons un fichier accesscontrol.zip. Donc pareil, c'est quand même tentant. Faisons un get. Alors là, comme il y a un espace dans le nom de fichier, il faut bien penser à mettre les doubles quotes. Oula, ou je sais pas comment on dit en français d'ailleurs, double quote. Par contre, qu'est-ce qu'il m'a fait? Est-ce qu'il a réussi à le faire là du coup? J'ai pas eu le temps de faire le double quote fermente. Ça m'a l'air pas mal quand même. On verra si on a un souci d'extraction, on le retéléchargera. Bon, on peut essayer tout de suite d'ailleurs. Unzip access control. C'est parti de compression method. 7zip extract access control. Ah, il faut un mot de passe, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Donc on peut essayer un mot de passe au hasard, on peut aussi brute forcer, mais on fera ça dans un second temps puisqu'on a aussi un deuxième fichier à investiguer qui est le fichier backup.mdb. Donc si je fais un file pour voir quel type de fichier c'est, on voit bien que c'est effectivement du Microsoft Access Database. Donc pour jouer avec Microsoft Access Database sur un Linux, je dirais même sur votre machine investigatrice Kali, il y a des bons outils qui s'appellent MDB Tools. Donc pour les installer, je l'ai fait avant de faire la vidéo. Il suffit de faire sudo apt install MDB Tools. Et ça va installer ces outils pour jouer avec du MDB. Donc le MDB c'est une base de données comme je l'ai dit. Alors pour rappel, une base de données, donc c'est une base où on stocke des données. Et elles sont découpées, enfin ouais, on va dire ça, découpées en tables. Donc en fait c'est un espèce de tableau avec des... Donc il y a plusieurs tableaux, et dans chaque tableau il y a des lignes et des colonnes. Donc en général quand on dump une base de données, quand il y a une injection SQL, pour ceux qui ont déjà joué avec SQL Map par exemple, qu'on fera probablement dans une prochaine vidéo, eh bien on dump d'abord le nom de la base de données, ensuite le nom des tables qui nous intéressent, ensuite le nom des colonnes, et ensuite on dump les données dans la colonne, là où les colonnes intéressantes. Donc dans le cadre des bases de données Microsoft Access, c'est un peu pareil. On veut d'abord afficher... Bon, par contre il n'y a pas différentes bases de données à ma connaissance, hein. Il y a uniquement des tables dans une seule base de données. Donc ce qu'on veut c'est afficher les tables, donc, le nom des tableaux si on veut être purement français. Donc pour faire ça je fais mdb tables backup. Et là donc il m'affiche chaque titre de tableau. Ça serait un peu l'équivalent de chaque nom d'onglet dans un Excel. Du coup, on voit qu'il y en a pas mal, et dans tout ça, il y en a au moins un qui saute aux yeux, qui est le hot permission, hot user user permission. Donc ça semble être une base de données qui contient les permissions utilisateurs sur je ne sais quoi. Du coup, ça va être les tables qu'on a envie de dumper en premier. Donc si on jouait avec SQL Map, on ferait -dump. Là on a une base de données Microsoft Access, donc on va jouer avec la commande mdb-export, donc qui vient avec le mdb tools qu'on a installé précédemment. Et ça consiste en fait à faire un command dump, à exporter, je vais mettre ça en grand, exporter donc dans notre fichier database access la table qui s'appelle
hot users group machin, on va prendre celle-là, hot users. Et là on voit qu'il a bien exporté les données contenues dans sa table, et on voit quoi? On voit qu'il y a dans les permissions inscrites dans cette table un utilisateur qui s'appelle admin et son mot de passe c'est admin, un utilisateur engineer et son mot de passe c'est access for you at security, et enfin un utilisateur backup admin avec un mot de passe admin aussi. Donc on est content, puisqu'a priori dès qu'on trouve des creds on est content quand on est hacker. Reste plus qu'à voir sur quoi on pourrait les utiliser. Et vous allez me dire, il y a juste à lever les yeux un peu plus haut. Dans le FTP anonyme, on a récupéré un fichier zip qui semble chiffré, 8 fois mot de passe. Du coup, on peut essayer de déchiffrer ce fichier zip avec les mots de passe qu'on a trouvés tout de suite. Donc pour information, ici j'ai utilisé 7zip. Si vous avez à compresser, donc 7zip c'est un logiciel de compression, tout comme le zip c'est un format de compression. Le zip c'est le format de compression le plus connu historiquement, mais c'est pas celui-là qui compresse le mieux. Il y en a qui sont, notamment pour une fois je vais dire du bien de Facebook, mais je crois que Facebook a créé un algorithme de chiffrement super efficace. Mais moi celui que j'utilise pour stocker des gros fichiers c'est 7zip, donc extension .7z, qui compresse mieux que zip et qui est pas beaucoup plus long, donc moi je vous conseille, si vous avez à stocker des fichiers compressés, à utiliser ce format. Donc la syntaxe pour extraire un fichier, c'est 7zip, je sais plus si X ou E, 7zip E pour extract, ok. Donc 7zip E access control.zip -p pour le mot de passe, et on va essayer le mot de passe admin. Would you like to replace? Yes. Error. Wrong password, donc c'est pas le bon mot de passe. Très bien, essayons le second qui est ici. Si j'arrive à le sélectionner. Yes. Everything is okay, perfect. Donc on a bien pu déchiffrer et décompresser l'archive zip trouvée sur le FTP anonyme. On se retrouve avec un fichier qui s'appelle accesscontrol.pst. Très bien. Est-ce que vous savez ce que c'est un .pst? Si vous êtes des adeptes d'Outlook, oui. C'est un fichier d'export, on va dire, et d'archivage d'ailleurs, de mail sur Outlook. Donc, pareil, nativement sur Kali, il n'y a pas d'outil pour jouer avec les PST, mais si on fait sudo apt install, il est là, sudo apt install pst utils, on peut, tout comme tout à l'heure avec mdbtools, télécharger des outils pour jouer avec les PST. Donc une fois que ça c'est fait, ça vous permet d'avoir la commande read pst, qui comme son nom l'indique est pour lire des fichiers avec l'extension pst. Et donc je vais lire notre accesscontrol.pst. On voit que le fichier a deux items. Donc les items ça peut être des mails, mais ça peut aussi être des entrées agenda, des contacts, ce genre de trucs. Et en fait, vous allez vite voir que l'extension PST, c'est tout bêtement plus ou moins du texte. Donc en fait, si on fait un cat de access control en PST, on voit... Ah non, c'est pas du texte. Je dis n'importe quoi, je mélange avec une autre extension qui doit être mbox. Ok, du coup non, on n'a pas la possibilité de faire du cat directement. Ah voilà, en fait, c'est le fait d'avoir read pst, ça m'a sorti un fichier mbox. Je me rappelais plus que ça faisait ça par défaut. Et c'est ce fichier mbox qui est un format qu'on peut lire, voir ce qu'il dit d'ailleurs. Access mbox.
Voilà, c'est du HTML, donc c'est lisible comme du texte, quoi. Donc je fais du cat access control mbox, donc fichier qui a été créé grâce au read PST sur le fichier PST. Tac. Et là on a les mails, les deux fameux items qui sont stockés dans le PST. Et on voit très rapidement que y a un mail de John à la Security Access Control System qui dit le mot de passe pour le compte sécurité a été changé à Access Controller. Du coup ça nous fait un mot de passe et un username, parce que je crois pas que on l'avait security dans les usernames tout à l'heure. Voilà, on avait admin engineer backup admin, donc on peut rajouter security, donc ça nous fait 4 noms d'utilisateurs qui a ajouté à notre base de noms d'utilisateurs sur cette cible, et on en est à 3 mots de passe puisque admin est un mot de passe qui apparaît 2 fois, donc ça en fait qu'un, un deuxième là et un troisième ici. Le second item du PST semble être sans intérêt. Ok, donc à partir de là, on a quand même pas mal de choses à tester. Donc on pourrait creuser plus le site web, mais comme on a des identifiants mots de passe à tester, on peut directement les tester en telnet, qui était donc l'ancienne méthode d'administration sur Windows. Donc telnet, c'est très simple, hein, on met l'adresse de la cible, 98. C'est pas censé afficher un truc. Ah ouais, dis donc, faut pas être pressé. Donc on a login mot de passe. On peut commencer donc par tester le fameux login qu'on vient de trouver. Donc on a le compte security. Et le mot de passe a été changé en access controller. Bim, c'est bien ça. Ce sont des identifiants pour s'authentifier sur la machine Windows. La machine Windows qui n'a pas de serveur RDP, donc on l'administre à l'ancienne avec Telnet. À partir de là, je peux probablement récupérer le premier flag utilisateur. Ah oui, c'est vraiment old school, je sais même pas la gestion du caractère effacement. Donc, généralement le flag dans desktop. Effectivement, il est là. Donc, une petite commande pour vous certifier que j'ai accès au fichier sans vous afficher le flag. Voilà. Donc là, j'ai accès au premier flag, user.txt. Mais nous, je le rappelle, on souhaite aussi avoir le second flag, qui, si je me rate pas, cd, on y est déjà, cd.users, qui est dans le répertoire administrator. Mais on n'y a pas accès, access is denied. Donc comment faire pour élever ses privilèges sur cette cible Windows? Donc pour rappel, dans les précédentes vidéos, la première Windows on était directement admin, donc on n'avait pas eu à élever ses privilèges, et la seconde on avait utilisé... c'était quoi la seconde? Ah oui, un exploit lié au fait que la Windows n'était pas patchée. Alors sur celle-là, on va utiliser autre chose, qui correspond un peu à la méthode d'élévation de privilèges qu'on a fait sur Linux, sur sudo. Mais n'avançons pas trop vite et faisons de l'énumération. Donc l'énumération, ça consiste à se promener dans les différents répertoires et à voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Donc si je reviens sur l'utilisateur security que j'ai compromis, on a vu sur son bureau qu'il y avait le flag. Après on n'a pas regardé le reste. Donc dire documents, il n'y a rien. Dire downloads, il n'y a rien. Dire vidéos, enfin c'est pas le genre d'endroit où il y a des trucs en fait. Là où il y a souvent des choses intéressantes, c'est documents, downloads, desktop qu'on a déjà regardé. Le reste c'est pas ouf en général.
Donc, montons d'un cran et regardons public, qui est donc le répertoire, si j'y arrive, oulala, de accessible à tout le monde, où Windows stocke les choses qui ont besoin d'être accessibles à tout le monde. Donc pareil, dire documents, y a rien, dire download, y a rien, dire musique, picture, vidéo, bon, on s'en fout un peu en fait. Ah. C'est marrant qu'il n'y ait pas de desktop. J'arrive pas à comprendre pourquoi on n'a pas de fichier desktop, de répertoire desktop. Normalement, il y en a sur chaque utilisateur. Est-ce qu'il y a moyen de pas l'afficher? Ah ouais. Alors là, je sais pas pourquoi on voit pas desktop alors qu'il existe bien. Elle est bonne celle-là. Ah, et dans ce desktop, on a un fichier LNK, donc c'est un lien. Donc en général, c'est pas super intéressant. Mais comme on a que ça, je l'affiche. Ça marche pas puisque j'ai pas mis de double quote vu qu'il y a des espaces. C'est mieux. Et là, on voit une chose très intéressante, qui est quand même assez peu courante, mais bon, ça existe. C'est la possibilité de lancer une application via un lien avec des credentials autres que notre utilisateur à nous, avec lequel on est connecté. Donc là, je suis connecté en tant que security, en tant qu'utilisateur security. Et on voit que cet utilisateur security, il a la possibilité de lancer cette application là, access.exe, en tant qu'administrateur, avec des creds enregistrés, donc il n'a pas besoin de taper le mot de passe. Donc ça c'est quand même chouette, ça veut dire que je peux lancer Access en tant qu'admin. Bon, lancer Access en tant qu'admin, c'est pas super intéressant, quoique si c'est déjà pas mal. Mais il y a encore plus intéressant que ça. En fait, run as, c'est un exécutable qui correspond un peu à sudo sur Linux pour lancer un autre exécutable en tant qu'un autre utilisateur. Par contre, c'est un exécutable qui a des sécurités particulières, j'imagine, et du coup, en telnet, avec, en tout cas sur cette cible, on n'a pas la possibilité d'afficher ce que fait runAs. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire les commandes sans savoir l'output, sans avoir la sortie de la commande. Donc potentiellement, elle va marcher ou pas, et ça on va le voir dans un second temps. Donc on a la première solution qui est la solution je suis flemmard, et d'ailleurs je vais faire un petit clin d'œil à une flemmarde. On va faire runAs/user, et comme je vais me rater parce qu'apparemment j'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui, je vais faire ça dans un mousepad et je ferai un copier-coller. Alors runAs/user le nom d'utilisateur concerné. Le nom d'utilisateur concerné, il est là. Ensuite, on va faire comme c'est là, /savecred. Et là, on va mettre la commande qu'on veut faire. Donc cmd /c pour dire que c'est une commande shell. Type. Donc type c'est l'équivalent du cat sur Windows. Enfin du cat sur Linux, mais type c'est sur Windows. Et on veut nous le flag dans user administrator desktop root.txt. Et ça on va le mettre dans le répertoire temp. Alors pourquoi je le mets dans temp? Parce que souvent c'est le répertoire où on a les accès, tout le monde a accès. On va l'appeler caca. Bim. Bim.
Donc là on n'a pas d'output, donc on n'a pas la sortie, on ne sait pas si la commande a fonctionné ou pas. Par contre si je fais cd2.tmp, ah non pardon c'est Windows donc c'est temp, on a bien un caca qui a été créé de 32 caractères, donc pas fine, pardon, fine str, on a gagné. Alors évidemment si je mets root.txt ça marche pas puisque le fichier n'existait pas, c'est caca. Donc là c'est la solution pour les flemmards. Dans la vraie vie les hackers ils ont besoin d'un shell. Donc on va utiliser plutôt Nishang. Alors Nishang c'est un script PowerShell pour exécuter un reverse shell. Donc pour rappel, l'idée c'est que comme je peux exécuter du code, je peux exécuter une commande, donc du code, sur la cible en tant qu'administrateur. Quel est le code que je vais exécuter sur cette cible? Je vais exécuter du code qui dit envoie un shell à l'attaquant ou à la hackeuse au choix. Du coup, pour cela, je vais utiliser donc un PowerShell qui s'appelle Nishang reverse shell. Est-ce que c'est celui-là? Ça a l'air. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est un paquet d'outils dédiés au hacking hein, sur le Windows. Et dans tous ces outils, je vais utiliser l'invoke PowerShell TCP. Ça me paraît pas mal. Ouais, c'est ça. Donc je fais row. Donc, première étape, récupérer cet outil sur ma machine attaquante. Ça c'est facile, wget bim. Il est là. Seconde étape, je vais l'éditer. Je vais d'abord faire une copie parce que le nom est long. Et on va mettre default.ps1. Et je vais l'éditer avec mousepad. En fait c'est très simple, il suffit de pomper la commande qu'il y a ici dans les exemples, je la mets à la fin et je la remplace avec les valeurs qui m'intéressent, c'est-à-dire le port 4444 si ça peut lui faire plaisir, mais par contre l'adresse IP c'est l'adresse IP de ma machine dans le VPN qui est comme ça dans le même LAN que la cible, et la cible aura très probablement accès, sauf si elle a un pare-feu interne, à mon IP. Voilà, donc là j'enregistre, CTRL S, et il faut que j'envoie ça sur la cible. Donc pour cela je vais utiliser un outil natif Windows qui permet de transférer, même si c'est pas sa fonction première, des fichiers en HTTP. Pour cela c'est certes utile -f-split-url cache mon serveur HTTP. Et le script que j'ai appelé tenflow.ps1. Évidemment, si je lance cette commande, il faut que j'ai un serveur HTTP en face sur lequel récupérer ce script. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est créer un répertoire pour être sûr de partager rien de sensible. Et dans ce répertoire, je vais déplacer le script tenflow.ps1. Et on fait un Python. Je vais faire simple HTTP server. -m simple HTTP server. Et on va prendre le port 80 pour pas s'embêter. Ah, du coup, faut que je fasse un sudo par contre. Hop, sinon, le port 80 sera pas dispo. Voilà, donc, a priori, j'ai bien un serveur HTTP dispo. Donc sur la cible, je peux faire un cert utile qui va se connecter à mon serveur HTTP attaquant pour rapatrier le script sur la cible. Bim, file not found. Ah ouais, mais parce que je suis un boulet.
Ou je peux un boulet, non. Si ça a l'air bon. C'est juste que par défaut il affiche 404 quand même. Chelou. Alors. Prenons comme hypothèse que c'est bon. Comment je peux être sûr? Je peux faire un type. Timeflow.ps1. Non. Il a bien récupéré un file not found. Alors pourquoi Timeflow.ps1. Timeflow.ps1. J'ai dans le 80. Vraiment qu'il faille mettre un truc genre Python, le serveur en question, et après le port. Non. Voyons voir ce qui va pas. Bon, je n'ai pas trouvé ce qui va pas, mais j'ai bien envie de réessayer une fois, parce que ça se trouve j'ai fait passer un caractère foireux sur la Windows. Donc ce que je vais faire, je reviens sur la même commande que j'ai fait tout à l'heure, qui est là, et ici je vais retaper ma commande que j'ai fait ici. Et je veux être sûr qu'il n'y a pas de caractère foireux qui traîne. Et je le refais. Command failed. Ah ouais, ce qu'on peut faire pour checker, c'est regarder depuis mon navigateur ici même. Si quand je tape... Il est là. Si quand je tape cette URL, j'ai bien fichier timeflow.ps1. Tac. Nothing match given URI. 10.14.3. Qu'est-ce que c'est que c'est bien ça? 10.14.3. Pour savoir, HTTP coûte bien sur toutes les IP. Ah, je crois savoir. C'est parce que je mets mon serveur... Ah ça c'est chiant, hein. Sur VMware... J'avais pas ce problème sur VirtualBox, mais sur VMware, quand on monte des systèmes, des partages de fichiers, parfois ça pose souci. Donc pour éviter cette galère, ce qu'on va faire, c'est on va créer le répertoire www dans Kali, et pas dans un système de fichiers partagés. Pour info, là je fais mount, je suis dans un répertoire partagé avec mon hôte. Du coup, en VM HGF Fuse là, c'est ça qui, je pense, pose problème. Donc je vais déplacer mon script tenflow.ps1 sur le répertoire www que je viens de créer, mais qui est interne à la Kali, c'est-à-dire sur le disque dur de la Kali, et pas dans un répertoire monté. Ensuite, je vais du coup dedans ce nouveau répertoire avec mon script qui est bien lisible par tout le monde, et je relance ma commande pour le partager. Je vais sur la cible dire j'espère que le fait que pour être sûr que l'ancien fichier pose pas de problème, je fais un rm, mais rm ça ne marche pas sur Windows, c'est del timeflow.ps1. Voilà, donc j'enlève l'ancien qui est pas le bon et je relance ma commande. C'est mieux. Donc là on a bien du 200 et à droite j'ai bien mon timeflow.ps1 qui est bien rempli comme il faut. Parfait, donc maintenant que j'ai récupéré ce script, je peux faire la même manip que tout à l'heure, c'est-à-dire tout à l'heure, on a fait, si je retrouve la commande, elle est où? Elle est là, on a fait ça.
Mais ça c'était un peu version je veux juste le flag et je veux pas un shell, alors que les hackers ils ont besoin d'un shell. Du coup je remplace ça par samd/c. Vu que c'est du PowerShell, je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de faire le serveur. Non, je pense pas qu'il y ait besoin. Tac, on va directement coder. Parce qu'en fait, cmd/c c'est pour faire une commande shell dans un PowerShell. Donc ça veut dire qu'on est déjà dans un PowerShell. Et vu que nous, notre commande, elle est en PowerShell et pas en shell, on peut la mettre directement entre ces guillemets. Alors... quoi que j'ai une bêtise, hein, je crois que Renaz... Je sais pas s'il fait du shell ou PowerShell ici. Hein. J'ai peut-être dit une bêtise. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper la commande PowerShell. Execution policy bypass, sinon il va m'interdire de lancer un script. -file, le nom du script que je veux lancer. Temp, info.ps1. Et ça, en théorie, ça va lancer le script que j'ai rapatrié sur la cible d'info.ps1 en tant que administrator, parce que les credentials administrators sont enregistrés pour l'utilisateur security. Donc testons ça de ce pas. Donc, pour faire ça, il faut évidemment que j'oublie pas que dans mon fichier info.ps1, pour rappel, qui est là-dedans, ah non je l'ai plus du coup. Et donc je vais faire comment? Je vais faire un tail tac tac w info.ps1. Je rappelle que donc on va initier ce reverse shell sur mon IP sur le port 444. Donc il faut que quand j'exécute ce code sur la cible va se connecter à ma machine attaquante sur le port 444. Donc il faut bien que je mette un truc en écoute, un LVP 444. Sinon elle va se connecter sans succès à ma machine et ça aura servi à rien. Et donc je lance la commande. Et on a effectivement une connexion reçue en haut qui nous offre un magnifique shell en tant que administrateur. Et donc là, comme tout à l'heure, si je vais dans users administrator desktop, on a le fameux flag accessible. Et donc je peux faire /m à root.txt à finestr. On voit le mec qui est vraiment du mal sur Windows. Hein. Voilà, c'est tout bon. On a bien accès au flag root. Et on a bien poney la machine access de Hack-the-Box. Donc du coup, pour récapitulatif, les erreurs c'était quoi? C'était de stocker dans un FTP accessible à tout le monde des fichiers contenant des mots de passe, même si ces fichiers étaient soit chiffrés, soit pas forcément facilement lisibles puisque c'est des bases de données. Mais bon, là où le hacker n'a pas peur, même quand c'est compliqué, donc c'est un fichier pas forcément facilement lisible. Et ensuite, la seconde erreur, c'est pas forcément une erreur, mais c'est de prendre conscience que pour se faciliter la vie, l'administrateur qui configure Runaz avec des creds enregistrés, il facilite la vie aussi de l'attaquant, qui peut devenir, tout comme l'administrateur, peut devenir admin sans taper le mot de passe. Alors pour les curieux, il y a une deuxième méthode de Privesc que je vais pas montrer dans la vidéo, je vous le laisse en exercice. Mais c'est une méthode qui est bien détaillée dans une vidéo de Paula, la curieuse hacker Paula, dont je ne citerai pas le nom puisque vous allez voir il n'est pas simple à dire pour un français. Et donc la seconde méthode qui permet d'élever ses privilèges sur cette cible, c'est d'utiliser le DP API. Et donc à Hack in Paris, Paula, elle a bien parlé de ce sujet. Voilà, ça doit être celle-là. Yes, Hack in Paris 2019, c'est là. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo pour comprendre et utiliser la seconde méthode. Déjà c'est un privilège qui est un peu plus touchy. Hein.
ça utilise Mimikatz. Voilà. Il me reste plus qu'à, avant de clore la vidéo, je voulais aussi rappeler, parce que moi je suis pas un aficionados de YouTube, mais je sais que les youtubeurs ont tendance à dire appuyez sur le pouce bleu, abonnez-vous, machin chouette. Donc je tiens à rappeler que si vous avez des choses à dire, vous pouvez mettre des commentaires, vous êtes responsable et il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, moi je déconseille de vous abonner en utilisant Google pour éviter d'enrichir financièrement les multinationales et leurs données personnelles sur vous. Donc moi c'est ce que je conseille, c'est d'utiliser un lecteur de flux RSS et du coup de s'inscrire à la chaîne comme ça. Moi par exemple j'utilise feedly.com, il y en a plein d'utilisations qui vous intéressent. Ça permet de s'abonner à plein de sites de manière open source, j'ai envie de dire, sans que Google puisse engranger de la donnée sur vos lectures de vidéos. Et si vous n'aimez pas les flux RSS, il y a aussi la possibilité tout simplement de mettre un rappel dans votre agenda, puisqu'on publie les vidéos tous les vendredis midi heure française. Et donc je pense que pour cette fois on a fait le tour, et je vous souhaite une bonne semaine, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo permettant de faire un pas de plus vers le niveau en hacking de Lisbeth Salander.